Le Parti socialiste, la droite autour des Républicains et le Front National. Ils font tous de la surenchère pour surfer sur les peurs. L'état d'urgence, sur le plan de l'efficacité juridique, ne sert à rien. Ni l'UMP, ni le PS ne dira pas un mot, et si un député se lève pour s'interroger sur notre politique de vente d'armes, il est rayé des cadres. Justement. Et je pense qu'il va falloir reprendre nos marges, des marges de manœuvre au niveau européen. Évidemment, ce sont des journalistes à gages, ce sont des politiciens à gages. Ils vont à la gamelle, comme on dit. Monsieur Macron est le représentant direct des milieux d'affaires au sein du gouvernement. Si on n'ose pas casser ces tabous, on est mort. Bonsoir, bienvenue sur Meta TV. Donc voilà, c'est le nouveau départ cette fois. J'espère que c'est le bon semaine spécial attentat. Donc avec ce soir une thématique qui portera évidemment sur un débat politique. J'introduirai dans quelques instants nos invités. Un grand bonjour à la régie, un grand bonjour à tous les métanautes connectés. Et donc voilà, dès à présent, je vais vous introduire nos deux invités ce soir. Donc à ma gauche, Jacques Nikonov, porte-parole d'UMPEP et fondateur de l'association Attaque, une association très connue. Et à ma droite, Jean Lassalle, vous êtes vice-président du Modem et député des Pyrénées-Atlantiques. Donc, bonsoir. Bonsoir à vous, merci de participer à ce débat. Donc, sans transition, comme on aime le dire dans les grands médias, souvent, on va plonger directement au cœur du sujet. Donc, dès le lendemain de ces événements, le gouvernement a annoncé certaines mesures qui consistaient à instaurer donc un état d'urgence sur la France. État d'urgence, on sait, qui a vu quand même certaines dérives, en tout cas on l'a vu sur certains cas qui peut-être ne nécessitaient pas l'intervention des forces de police comme elles ont été opérées. Ensuite, le président nous a parlé lors de son discours devant le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale réunis à Versailles, où on nous a expliqué, enfin le président nous a expliqué qu'il comptait opérer un changement constitutionnel, donc ce qui constitue quand même ce sont des grandes mesures qui sont censées lutter contre le terrorisme et protéger, on va dire, les Français. Alors, évidemment, je vais me retourner peut-être cette fois vers Jean Lassalle, puis ensuite on demandera à Jacques Nikonov ce qu'il en pense. Vous êtes député, donc en poste, vous avez voté pour cet état d'urgence, vous avez voté le oui. Est-ce que vous pensez que c'est une... Alors vous nous expliquiez que justement vous êtes beaucoup quand même posé de questions, est-ce qu'il fallait voter ou pas? Vous avez voté, est-ce que vous pensez que c'est une mesure nécessaire et efficace? Bon, d'abord oui, j'ai voté, mais... Vous l'indiquiez, autant j'étais frappé et touché comme l'immense majorité, la totalité de nos compatriotes pour ce qui s'était passé, autant que je l'ai appris en Syrie, moi. Vous voyez, je revenais de Syrie, et c'est à l'aéroport de Damas, de Beyrouth, puisque malheureusement Damas ne fonctionne pas, que j'ai vu des gens, c'était un petit peu surréaliste, dans la file, qui revenaient en arrière. Je me suis dit, j'ai encore dû me tromper quelque part, j'ai encore dû faire une erreur. Et là, un couple m'a dit, ah non, mais à Paris tout le monde se tue, on n'y va plus, j'ai dit quoi. Et puis ensuite, une dame qui m'explique, ah non, je vais passer le week-end à Paris, mais je ne vais pas, c'est des tueries monstrueuses. Je me suis dit, mais enfin, de quoi vous parlez? Et puis c'est comme ça que je l'ai appris, et très vite des télévisions ont été installées dans le hall, donc j'ai pu voir, voilà. Donc, bien sûr, j'étais frappé, comme nous l'avons tous été. Et puis ensuite les choses se sont enchaînées très rapidement et lorsque ce vote est intervenu, il y avait quand même un peu de temps qui avait déjà passé, vous voyez, le temps de la... On va dire le choc de l'émotion est un peu en train de retomber. Oui. Et voilà, j'ai quand même éprouvé
comment je dirais, des vents intérieurs. Je sentais des vents intérieurs très forts, parce que je me suis dit, mais enfin, on dispose de tous les éléments. On a multiplié les lois au cours de ces dernières années. On a voté cette loi sur les renseignements que je n'ai pas votée, précisément, parce que j'estimais que là, on allait vraiment trop loin. J'ai beaucoup étudié la question, et là, j'étais déchiré. Et puis, tous les copains que j'ai consultés à ce moment-là, on dit, mais tu peux pas. Mais on a peur. Parce qu'il y a eu une unanimité quand même des députés. Oui. Tout le monde a voté, sauf 6 députés. Moins six. Voilà, donc alors, je parlais d'unanimité. J'ai parlé beaucoup avec 3 députés écologistes qui ne votaient pas. Et vraiment, j'étais désemparé. Parce que je sentais bien qu'il y avait un signal à donner. Voilà, donc c'est reparti, visiblement, voilà, il y avait un problème de connexion, donc maintenant la connexion a été retrouvée. Donc voilà, Jean Lassalle, vous nous avez expliqué que vous aviez voté voilà, cette mesure parce qu'il fallait faire un geste, mais que bon, il y avait quand même un côté de vous qui vous tiraillait un petit peu. Est-ce qu'il fallait rentrer dans ce chemin-là? Il fallait faire un geste, honnêtement, à ce moment-là, personne, parmi mes amis de toute sensibilité, c'est mon frère Berger, à la montagne, à qui je passe le coup de fil dernièrement, je lui dis, écoute, il me dit, tu ne peux pas faire ça. Il n'y a personne qui peut comprendre. Tu vois, nous, on est à 800 km de Paris, mais quand même, ce qui s'est passé est terrible. Le peuple a besoin de se sentir protégé, et on a besoin de sentir qu'il y a la force de l'État, tu ne peux pas ne pas voter ça. Voilà, et c'est finalement lui qui m'a fait... Qui vous a fait basculer. Je ne le regrette pas, parce que, au fond, après avoir réfléchi, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'en ai beaucoup discuté autour de moi, mais je ne trouvais personne. Et alors le lendemain, le préfet du département avait réuni l'ensemble des forces politiques, comme dans tous les départements. Et je me suis dit, non, si je n'avais pas voté ça, ça aurait été vraiment inexplicable. Tout le monde était là, de toute sensibilité. Voilà. Moi, j'avais ressenti quelque chose. Beaucoup d'autres l'ont ressenti. Certains ont eu le courage d'aller au bout de leur intuition. Beaucoup d'autres auraient voulu y aller. Moi, je fais partie de ceux-là, mais j'ai quand même ce sentiment de jouer mon rôle de député de la nation dans un moment difficile. Et puis aussi, ce sentiment auquel j'étais heureux de faire partie pendant un moment, c'était, comment je dirais, cette grande concorde nationale. Voilà. Oui, c'est un grand moment. Alors, un grand moment. Un point d'orgue, c'est ce moment à l'Assemblée, on voit tout le monde chanter la Marseillaise. Fraternité, voilà, retrouvée, on est ensemble. Voilà. Et ça, je savais depuis mon tour de France que les Français y aspirent beaucoup. Voilà. D'accord. Alors vous, Jacques Nikonov, vous portez un regard un peu plus critique, j'ai envie de dire. Parler de gesticulation politicienne, vous pensez que ces mesures-là ne sont pas forcément efficaces? Oui, je crois que depuis les attentats du 13 novembre, il faut reconnaître que nous assistons à de la gesticulation politicienne, tous azimuts, de la part de la bande des trois, le Parti socialiste, la droite autour des Républicains et le Front National. Ils font tous de la surenchère pour surfer sur les peurs légitimes, mais peurs que l'on doit combattre au lieu de les encourager. Et ce que font malheureusement les 3 grands partis, c'est de surfer pour un intérêt strictement politicien et électoraliste. Alors, si j'avais été parlementaire, moi j'aurais voté l'état d'urgence, mais pas pour les mêmes raisons que la plupart, je pense, des députés ou des parlementaires. Beaucoup ont voté par un effet moutonnier. Ils ont un peu suivi la pression de la population et comment leur donner tort. Mais quelle est la raison, moi, qui m'aurait conduite à voter l'état d'urgence? C'est la nécessité, c'est un geste psychologique qui me paraissait nécessaire. La population avait besoin d'être rassurée, de sentir qu'il y avait une puissance dans le pays, une force, celle de l'État, que la société ne s'était pas écroulée, que la France est un pays puissant et que ce ne sont pas, malgré le drame que nous avons connu, une poignée de barbares qui vont démolir la civilisation française. Il fallait donner des signes de force
L'état d'urgence, par le décorum, celui de Versailles, par les mots, urgence, état d'urgence, un état d'exception, contribuait certainement à rassurer la population. Mais ça ne peut durer que quelques jours, le temps que le travail de deuil se fasse, le temps que l'émotion soit absorbée, que la vie reprenne. Nous sommes arrivés à ce moment. Et donc l'état d'urgence ne s'impose plus. D'autant que l'état d'urgence, sur le plan de l'efficacité juridique, ne sert à rien. Parce que la situation du droit en France, toutes les lois qui ont été votées ces dernières années, à propos de la lutte contre le terrorisme en particulier, permettent à la justice et à la police de faire leur travail. Si ça n'a pas été fait, ça n'est pas parce que le droit ne suffit pas. Il y a encore du toilettage à faire sur le plan juridique, c'est certain. Mais la question principale n'est pas là. La question principale, c'est que les politiques européennes d'austérité, de lutte contre la dette publique et de diminution de la dépense publique et des moyens de l'État ont privé la justice, la police, l'armée des moyens en hommes et en matériel qui auraient permis de limiter le retour des djihadistes, par exemple, de poursuivre les djihadistes, alors qu'aujourd'hui nous avons un appareil affaibli par l'Union européenne et par les conceptions européistes de la droite et du Parti socialiste. Oui, parce que le Parti socialiste l'admet lui-même. C'est très important. D'ailleurs, c'est quand même frappant d'observer que M. Hollande décide, et il a raison, de suspendre les diminutions d'effectifs dans l'armée, d'augmenter le nombre de douaniers, d'augmenter le nombre de policiers, d'augmenter les effectifs dans la justice, dans la gendarmerie. C'est très bien. Ça veut dire que l'on peut créer des emplois et qu'il suffit de rompre avec les politiques de l'Union européenne qui empêchent la création d'emplois, qui empêchent à l'État de jouer son rôle protecteur des citoyens. Parce que la protection des citoyens, c'est évidemment contre les violences, mais le chômage est la première des violences. Et quand plus de 6 millions de Français, il ne faut pas croire aux mensonges d'État permanents sur le nombre de chômeurs. Le vrai nombre, c'est 6 millions, plus de 6 millions. Eh bien, c'est une grande violence. Et il ne faut pas s'étonner que dans ce terreau de misère matérielle et morale naissent des comportements totalement délirants. Il faut donc s'attaquer à la racine des problèmes. Et la racine des problèmes, elle se trouve là. Chose que ne font pas les responsables politiques. Ils préfèrent jouer sur les peurs au lieu de rassurer la population à partir de mesures concrètes. Parce que ce n'est pas du verbe qu'il faut, ce sont des mesures concrètes. Les créations d'emplois sont des mesures concrètes. Il faut aller, évidemment, bien au-delà. Oui, parce que François Hollande a annoncé toute une série de mesures de création d'emplois, des créations de postes de gendarmes, de policiers, ce qui est un peu une rupture avec ce qu'était la politique de Nicolas Sarkozy, qui se voulait aucun remplacement d'un fonctionnaire sur deux. C'était le plan, je ne sais plus comment l'appeler, une nouvelle politique publique, là, le plan voilà. Oui. Vous l'avez enlevé. Et donc ce plan-là, donc là c'est une rupture totale. On parle presque d'un revirement, puisque Hollande a dit que maintenant la priorité était donnée à laisser presque couler les déficits, c'était prioritaire pour la sécurité plutôt que l'austérité, enfin c'est ce qu'il a annoncé en filigrane. Mais par exemple ce changement constitutionnel, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas du tout. Honnêtement, je ne vois pas du tout ce que cela peut apporter. J'aborde tout à fait dans ce que dit M. Jacques Nikonov. C'est exactement le même sentiment, mais je crains même que ce ne soit non seulement contre-productif, ce qui ne serait pas trop grave, mais nous sommes dans un pays et aujourd'hui, plus que jamais, qu'il y a un travail permanent d'intégration
à faire, d'accueil. Et il ne faut quand même pas oublier que nous sommes le pays, l'Europe qui accueille le plus de musulmans. Vous voyez le signal que l'on envoie à des hommes et des femmes qui vivent quotidiennement à Paris. Vous pensez qu'il a ciblé les musulmans parce qu'il n'a jamais cité le mot islamisme dans son discours. On a dit qu'il a peur d'aller un peu sur ce terrain-là. Il parle de terrorisme, mais sans vraiment... Non, mais honnêtement, je pense très sincèrement que ni François Hollande ni Manuel Valls ne veulent pas aller sur ce terrain-là. Honnêtement, je ne le crois pas. Mais à force d'être dans la répétition, dans ce discours guerrier, moi, jamais entendu parler de guerre. J'ai eu la chance de vivre 60 ans de paix, les seuls 60 ans de paix de mon pays. Jamais, les gendarmes ne sont jamais venus me chercher pour aller sur un théâtre d'opération. Je plaide au ciel, je suis né après la guerre d'Algérie, donc je n'ai jamais connu cela. Et puis aujourd'hui, d'un seul coup, alors qu'on avait presque oublié que notre pays existait. Bien sûr que les mots que nous utilisons aujourd'hui, même le seul mot, parlait de la France. Parce que j'ai fait mon tour de France, parmi les choses qui revenaient le plus souvent, les idées de nos Français. Bien sûr, il y avait le chômage, il y a le malheur, etc., le changement de monde, la finance, tout ce que vous voulez. Mais c'est ce sentiment, mais enfin, on vous fait honte ou quoi? Même le président ne nous qualifie plus de Français. C'est mes chers compatriotes. Et il n'y a guère, il faut attendre de jouer les All Blacks en rugby, ou de jouer le Brésil en football, pour sortir quelques drapeaux et la Marseillaise siffler. Voilà. Bon, mais enfin, vous avez honte. Donc là, il y a eu, à mon avis, une attitude positive, parce que je crois quand même que les manifestations totalement exceptionnelles, même si tout le monde n'était pas Charlie, mais qu'il y a eu, ont marqué le monde entier, ont marqué la France, nous ont profondément marqué, nous, députés. Nous avons eu des attitudes qui ont été de belles attitudes, je pense, au mois de janvier, soudainement. Mais vous auriez eu cette attitude-là 3 jours avant, mais vous étiez un dangereux frontiste, un dangereux poujadiste, on passait pour la réaction. En montrant un drapeau et français. puis après, d'un seul coup, c'est venu. Mais bon, ça, moi, je ne dis pas que c'est pour me déplaire, parce que je crois quand même qu'une des grandes souffrances de notre pays, c'est de ne plus se reconnaître lui-même, et pour ce grand peuple, qui a quand même eu le courage à un moment donné de déclarer qu'il était souverain. Et puis d'être reconnu à travers les mers et les montagnes comme universaliste, comme ayant un message à délivrer, ne pouvait plus supporter d'être dans cette situation-là. Voilà. Bon, on était content. Mais c'est qu'on a engagé immédiatement un discours guerrier de notre âge. Mais on parle vraiment de guerre à l'Assemblée nationale, mais en permanence. Ça a été repris par le président, par le Premier ministre, ils nous ont parlé de guerre à plusieurs reprises, ce n'est pas le hasard. Tous les partis, pas que celui... Oui, on l'a entendu dans la bouche de tous les présidents. Alors moi, là, je ne m'y retrouve pas du tout. Et je dis, pourquoi je dis que c'est dangereux? Parce que cette communauté, bien sûr, elle n'est pas désignée du doigt, mais vous ne pouvez pas empêcher, dans un contexte, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, Jacques, de peur. De peur, oui. Où c'est facile d'assimiler. D'autant que certains organisent cette assimilation, sans le dire, mais tout à gros traits. Eh bien, de faire des amalgames. Et c'est là que nous nous préparons peut-être des difficultés bien supérieures, et des drames bien supérieurs à ce que nous connaissons. Parce que dans un pays qui a vu disparaître son industrie en 10 ans, 15 ans, qui voit son agriculture mourir, son artisanat, qui a vu ses services publics disparaître. Le fait de... Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est tenir ce discours guerrier et d'avoir enfin, de nouveau,
un adversaire, bon, bien sûr, qui est Daesh, tout le monde dit, mais des gens qui ont la même couleur de peau, c'est dangereux. Vraiment, c'est dangereux. Et j'espère que nous allons nous ressaisir ensemble. Voilà. Nous allons nous ressaisir. La France a d'autres mots à dire, d'autres mots à prononcer, plus beaux, pour juguler ce mauvais passage, ce mauvais cap, et redonner confiance d'une autre manière. Alors justement, on parle de souverainisme, ça c'est des questions que vous traitez beaucoup d'ailleurs au MPEP. Vous avez des positions, soyons clairs, sortie de l'Union Européenne, sortie de l'OTAN, sortie de l'euro et même d'un certain nombre d'organisations internationales comme le FMI, l'OMC, etc. Donc vous, ces questions de souverainisme, je sais que vous êtes très très sensible. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Parce que est-ce qu'on peut établir un lien entre ce qui s'est passé justement ce vendredi 13 à Paris et la politique étrangère de la France justement en matière de souverainisme, où on sait que nous sommes très soumis aux invectives et aux directions prises par les États-Unis, que ce soit dans nos positions depuis, on va dire, Sarkozy pour être clair, puisque Chirac avait eu quand même quelques différences avec Washington, particulièrement sur la guerre en Irak. On sait que la France n'avait pas du tout la même position, on a parlé de posture gaullienne, mais concernant évidemment depuis l'arrivée de Sarkozy qui nous a réintégrés dans l'OTAN, et depuis Hollande aussi, on voit qu'il y a un alignement total de nos positions sur celles des Américains. Est-ce qu'on peut mettre ce fait-là en rapport aussi avec ce qui s'est passé ce vendredi 13 ? Alors, je vais répondre évidemment à votre question, mais je vais revenir sur certaines choses. Réagir sur deux, trois choses. Allons-y. D'abord, sur l'état d'urgence, je veux ajouter qu'il faut maintenant arrêter l'état d'urgence. Parce qu'il n'est pas utile, je l'ai dit, sur le plan juridique, et qu'il peut être source de dérives. D'ailleurs, on commence à voir quelques dérives. Il y a des dérapages qui pourraient prendre une ampleur que l'on ne mesure pas. Je prends un exemple, un ou deux exemples, l'interdiction de manifestations, de syndicalistes, d'écologistes. C'est une grave erreur politique. Parce que si on était vraiment en guerre, on aurait besoin de tous les Français pour lutter contre l'ennemi. Et ce n'est pas seulement le rôle de l'armée. En République, la défense du territoire, c'est la défense par les citoyens, par l'ensemble des citoyens. Si on prive une partie des Français, qu'ils soient syndicalistes, qu'ils soient écologistes ou autres, de la possibilité de se rassembler, de manifester, on affaiblit la défense de la France. Et donc en réalité, ce que font les pouvoirs publics, c'est affaiblir la défense de la France, la mobilisation du peuple. Et il y a des comportements des préfets, ici ou là, qui sont des excès de pouvoir, des excès de zèle. Le corps préfectoral n'est pas réputé pour son courage. On a connu, il y a deux types de préfets. Il y a le modèle Papon et il y a le modèle Jean Moulin. Et il faudrait que tout le monde choisisse le bon camp. Je prends l'exemple de notre fédération du Calvados. Dans le Calvados, comme dans beaucoup de départements, il y a des fermetures de casernes de sapeurs-pompiers, pour des raisons budgétaires. Et nos camarades luttent pour le maintien des casernes de sapeurs-pompiers. Que font les sapeurs-pompiers? Ils s'occupent de la sécurité des citoyens. Au moment où les citoyens ont besoin d'être rassurés, d'avoir la garantie d'être protégés, de vivre dans un environnement de sécurité, sécurisé, on ferme les casernes de sapeurs-pompiers. Et nos camarades avaient prévu un rassemblement dans le Calvados pour retirer des pétitions, enfin une action tout à fait pacifique. Le préfet interdit ce rassemblement. Mais ça n'a ni queue ni tête. C'est même contradictoire. Ce préfet met en danger la sécurité des citoyens en empêchant justement ceux qui veulent maintenir les sapeurs-pompiers. Voilà, je veux dire qu'il faut arrêter l'état d'urgence, qu'il faut, en attendant qu'il s'arrête, réintroduire la justice en amont des décisions. Ça n'est pas à la police de prendre les décisions seule de perquisition, etc. C'est un point qui me paraît tout à fait essentiel.
Deuxièmement, cette révision constitutionnelle ne sert strictement à rien. Un certain nombre de constitutionnalistes réputés le disent dans les journaux, où ils expliquent que tout ça n'a ni queue ni tête. Si on veut améliorer l'appareil juridique, il y a des marges de manœuvre. Il faut toiletter la loi de 1955, c'est la loi qui définit l'état d'urgence. Il n'y a pas besoin de la constitutionnaliser. Mais que veut faire en réalité M. Hollande ? Il est toujours dans la gesticulation politicienne avec cette révision constitutionnelle. Ce qu'il veut faire, c'est tout simplement mettre la droite en difficulté, la diviser, montrer qu'il se préoccupe, qu'il rassemble, qu'il est au-delà des partis et que c'est le meilleur candidat pour 2017. Parce que c'est sa préoccupation. C'est de la politique politicienne. Sur la guerre, je partage ce qu'a dit Jean Lassalle. Nous ne sommes pas en guerre. Il faut arrêter de dire que la France est en guerre. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre ? Une guerre, c'est d'abord un état juridique et politique. C'est une décision politique qui est prise normalement par le Parlement. En aucun cas, le Parlement, en France, n'a voté la guerre. Ensuite, c'est un état juridique particulier, puisque c'est le droit de la guerre qui s'applique. Ça n'est pas le droit pénal du quotidien. L'ennemi, qui est l'ennemi ? Nous n'avons pas une véritable armée, nous n'avons pas un pays, même si l'État islamique prétend être un pays, ce n'est pas un véritable pays. Et cette guerre, les rotomontades de Valls ou Hollande, qui disent vouloir détruire Daesh, ils se trompent. Il n'y aura pas de victoire comme cela, parce que le djihadisme est une hydre. C'est un système qui n'est pas centralisé. C'est un système diffus, émietté, qui peut surgir à tout moment et n'importe où. C'est beaucoup plus complexe qu'une simple guerre, entre guillemets, où il y a un front, où il y a des adversaires, où il y a des armées. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Et quand il y a une guerre, il y a l'engagement de l'armée. Que fait l'armée française ? L'armée française a fait tomber 50 bombes en Syrie. 50 bombes. Vous voyez, la France fait la guerre et a balancé en, je ne sais pas combien de jours depuis l'intervention, 50 bombes. Enfin, c'est ridicule. C'est totalement ridicule. Et puis, qui va faire la guerre aux djihadistes sur le territoire national ? L'armée. Mais si on est en guerre, c'est le rôle de l'armée. L'armée n'est pas du tout adaptée pour ces missions. Ça n'est pas son rôle. Et en fait, il faut qualifier correctement l'adversaire. L'adversaire, c'est le djihadisme. Il faut utiliser les mots qui conviennent. Ce ne sont pas des terroristes. Parce que qualifier ces barbares de terroristes gomme la caractéristique principale de leur nature. Ce sont des djihadistes. C'est-à-dire que nous devons avoir une attitude multiforme face à eux. Parce qu'il y a l'aspect militaire, évidemment, mais ce n'est pas l'aspect principal, je dirais, même si il ne faut pas négliger l'aspect militaire. Un mot, quand même, sur l'aspect militaire. Pour gagner une guerre, on n'a jamais vu une guerre se gagner par des bombardements à partir d'avions. Il faut une intervention au sol. Qui fait l'intervention au sol ? C'est le régime syrien. C'est l'armée syrienne. Quoi qu'on pense de Bachar, Bachar, c'est pas un saint, c'est un dictateur sanguinaire. Mais c'est lui, c'est son armée qui est la seule à mener le combat au sol. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'intervention de différents pays en Irak et en Syrie doit être coordonnée avec le gouvernement syrien, avec l'armée syrienne. C'est ce que font les Russes. C'est ce que font les Russes dans la reprise d'une partie d'Alep. Les bombardements russes ont été articulés avec les interventions au sol de l'armée de Bachar. Il faut donc que le gouvernement français, qui a eu une politique totalement débile, criminelle même, qui finançait, subventionnait la filiale
syrienne d'Al-Qaïda, Al-Nosra, le groupe Al-Nosra, contre Bachar, c'est-à-dire une alliance objective entre la France, les Américains d'ailleurs, la Turquie également, et Daesh contre Bachar. C'est une espèce de Mais schizophrénie. quand même. totalement. Donc les erreurs politiques majeures faites par Hollande, par Fabius, se payent aujourd'hui. Il faut, même si ils ont mis de l'eau dans leur vin, Fabius et Hollande, grâce d'ailleurs à l'intervention de Poutine. Il ne faut pas le nier. Poutine a joué un rôle tout à fait positif dans cette affaire-là. Bon, donc il y a cet aspect-là. Et puis, je veux dire que, pour répondre maintenant un peu tardivement à votre question, en 2 mots, en effet, oui, il y a un lien, évidemment, entre cette situation, je dirais le djihadisme, et la situation internationale. Comment peut-on faire le lien? Moi, le lien, je le fais d'abord par la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Ça n'est pas, comme on nous le répète du matin au soir depuis des années, une évolution du capitalisme vers un système plus financiarisé, plus technologique. Ça, c'est du blabla. L'essence de la mondialisation, c'est la volonté du monde dominant, les États-Unis, du monde occidental, d'imposer son modèle au reste de la planète. Son modèle économique, son modèle culturel, sa musique, ses fringues, sa bouffe, et de faire en sorte que par l'unification des modes de consommation et des modes de vie, les grandes entreprises qui fabriquent ces produits réalisent des économies d'échelle parce qu'ils vendent à des millions d'unités, sans que ça joue sur les prix, évidemment. Ça ne fait pas baisser tous les prix, contrairement à ce qui serait possible. Et donc, la mondialisation est un mode de vie, un mode de production qui détruit la planète. D'ailleurs, c'est pour ça que la COP21 ne peut pas fonctionner, puisque la raison du réchauffement climatique, c'est la mondialisation. En fait, si on résume, et que si on veut agir sur le réchauffement climatique, il faut démondialiser. Le lien se fait là, parce que la mondialisation provoque les inégalités, provoque le chômage, provoque une domination occidentale qui est de plus en plus contestée. Il y a donc un lien entre tout cela. Et je pense que la diplomatie française se rehausserait si, vous l'avez dit, je partage tout à fait votre point de vue, si il y avait d'abord la sortie de l'OTAN. Il faut mettre un terme à ce système qui n'a plus de raison d'être. Le suivisme américain. Je lisais, et je termine là-dessus, je lisais un texte du chef d'état-major des armées, le général De Villiers. Il dit les Américains n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de but de guerre en Syrie, en Irak, ils font n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne comprend pas. Mais bien sûr, parce qu'ils sont eux aussi dans la gesticulation, ils ne réfléchissent pas, ils ont provoqué le chambardement avec Sarkozy en Libye, en Irak, en Afghanistan, et tout ça provoque la réaction d'une partie du monde musulman qui se cristallise dans le djihadisme. Et donc nous avons une bataille idéologique contre le djihadisme. Si on ne nomme pas l'ennemi correctement, on ne peut pas mener cette bataille idéologique. Il y a la bataille sur le plan militaire, il y a la bataille sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan juridique. Il faut que les choses soient prises dans un ensemble, de manière systémique. Ça n'est pas en mettant l'accent unilatéralement sur la guerre ou sur tel ou tel thème qu'on va faire évoluer la situation. D'accord. Alors, c'est très intéressant parce que justement, vous qui êtes en poste à l'Assemblée nationale, c'est une question qui a été très peu débattue, ce sont les livraisons d'armes aux rebelles. C'est-à-dire qu'on sait, parce qu'on le sait de par les déclarations de François Hollande, la France s'est engagée
à fournir des armes aux rebelles. Laurent Fabius aussi, il faut le rappeler, avait même dit qu'Al-Nosra faisait du bon boulot lors d'une conférence à Marrakech, ce qui a laissé d'ailleurs tout le monde stupéfait qu'il puisse avoir une telle déclaration. Et là, je me retourne vers vous pour demander, mais est-ce que les députés ne doivent pas demander des comptes au gouvernement pour savoir à qui a-t-on livré ces armes, dans quelles conditions, parce que visiblement, ces armes atterrissent dans des groupes peu recommandables, et comme l'expliquait Jacques Nikonov, c'est finalement, n'est-ce pas un retour de flamme, ce qui est en train d'arriver à la France, d'avoir voulu traiter, armer des groupes visiblement terroristes, criminels, qui forment cette espèce de magma de rebelles qui se font appeler État islamique ou Daesh, selon les appellations. Vous, en tant que député, vous ne pouvez pas demander des comptes un peu au gouvernement? Je vais répondre à deux niveaux, si vous le permettez. Bon, d'abord, à votre question, écoutez, depuis maintenant plusieurs, 2 ou 3 ans, ou 4, où le processus s'accélère, c'est-à-dire, et Sarkozy a fait pareil auparavant, oui. Mais maintenant, on voit les conséquences, ça s'accélère. Ça devient immédiat. Comment je dirais, le lien de cause à effet devient immédiat. Donc on peut voir. Ni l'UMP, ni l'UPS ne dira pas un mot. Et si un député se lève pour s'interroger sur notre politique de vente d'armes, il est rayé des cadres. C'est tabou, ce sujet-là? Oui, mais vous avez qu'à voir. Bon, on revient tout à l'heure à ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de l'état, comment on appelle ça, d'urgence. Oui. Mais les 3 malheureux députés, ils passent en conseil de discipline, les socialistes, les autres, c'est quelque chose. Bon, mais là, c'est vraiment tabou et personne n'ose. Moi, j'ai évoqué la question à plusieurs reprises, seul. Je ne suis pas nombreux, seul, à l'Assemblée. Et notamment, à un moment où on s'est, à plusieurs reprises, je me pinçais féliciter de la vente de nos avions à réaction à divers pays, et notamment à l'Égypte, qui avait quand même failli assez mal tourner, et je ne suis pas très sûr qu'elle est très bien tournée, ou qu'elle est tournée durablement bien, avec l'arrivée de ce brave général. Et on était tout réjouis de tous les rafales qu'on leur vendait. Et moi, je me suis interrogé, j'ai dit, c'est quand même dramatique que le pays des droits de l'homme, le pays qui, par sa langue, par son histoire, incarne, comme quelque part, la liberté d'esprit, mais aussi la paix, en soit arrivé aujourd'hui à n'avoir comme source à rentrer d'argent la vente d'armes à des pays qui n'ont manifestement pas la stabilité nécessaire pour savoir où ça va. L'Égypte, c'est un peu moins grave, parce que les rebelles syriens, on peut se poser des questions. C'est l'Arabie Saoudite qui paye. Mais attendez, aujourd'hui, vous pouvez savoir ce que peut devenir l'Égypte tiraillée. Si ça n'est fallu de pas beaucoup, voilà, à un moment donné. Et je ne sais pas d'ailleurs quel est le véritable rôle que nous jouions, parce que dit Jacques à l'instant, nous avons été des bouts de feu vraiment absolus sur la Libye, la Syrie. Heureusement, il y a eu l'Irak. Pour long. Mais on a l'impression que les parlementaires ne demandent jamais de compte au gouvernement sur la politique étrangère. Mais d'abord, nous sommes informés après coup, systématiquement. Après coup. Et lorsque vous êtes informé, mais si vous avez le malheur après de remettre en cause, mais vous apparaissez contre les malheureux militaires qui sont en train de risquer leur vie, contre les services de contre-espionnage français, contre la France. Un chantage à l'antipatriotisme. À l'antipatriotisme, et en plus, bon, c'est ficelé au niveau des partis. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un parti, je suis le seul député élu, donc j'ai quand même une liberté de parole et d'action, que je paie très cher, parce que actuellement, à part vous, il n'y a pas grand monde qui m'invite pour parler. Donc je me suis ému de cet état d'esprit. Et alors, quand je vois l'attitude que nous avons vis-à-vis de l'Arabie Saoudite,
et du Qatar, de l'immense Qatar. Ouais. Mais nous sommes en train de tout leur vendre et de tout leur concéder. Mais eux, il ne faut pas un microscope pour voir la relation qui est la leur avec Daesh. Tout le monde le sait. Et nous continuons. Alors, ça c'est le premier élément. Ce que vous dites. Deuxièmement, donc c'est pour vous répondre, il y a beaucoup de députés qui pensent ce que je dis. Et je peux vous dire que lorsque j'ai déclaré la dernière fois à l'Assemblée, et c'était pas très facile, mais j'ai eu des députés, j'ai eu 5 ou 6 députés de gauche et de droite qui m'ont dit « Bravo, on est tous avec toi, c'est toi qui as raison ». Je dis « Mais dites-le ». Mais vous croyez que c'est pas assez? Ah mais tu comprends, si je le dis, je suis foutu. J'ai une primaire et je suis rayé. C'est fini. C'est trop grave. Je dis, mais j'ai une primaire. Moi, j'ai passé ma vie à avoir des primaires, des secondaires, des tertiaires, des triangulaires. Ouais. Et mais ça remet quand même en cause le système des partis. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de si le liberté peuple d'action, veut te choisir, il te garde. Moi, je suis un survivant permanent parce que je crois qu'ils comprennent. J'essaye d'expliquer ce que je fais. Deuxième élément. Je suis parti en Syrie. J'avais envie d'y aller. J'ai eu la chance, toujours dans ma vie, de me rendre dans des lieux où je sentais que, voilà, que l'histoire se faisait, qu'elle balbutiait, qu'elle bégayait. J'avais besoin de comprendre. Et je me suis dit, si quand même un député français n'est pas capable, au moment où nous recevons 700 000 migrants, au moment où le monde entier est focalisé sur un pays qui s'appelle la Syrie, si un député français n'est pas foutu d'aller voir, bon, à quoi sert-il? Oui, enfin, le Premier ministre a dit que c'était... oui, il voulait empêcher les députés d'y aller. Voilà. Hein. Mais quand Jacques Miard y est allé... j'étais pas le premier, donc il y avait eu déjà deux, oui, dont voilà. un député socialiste d'ailleurs, Gérard Bapt, qui a été avec moi. Mais moi j'y étais donc dès qu'il y a eu de la place, si je puis dire, Oui, d'accord, hein. dans le cadre de l'association des chrétiens d'Orient. Voilà. Donc moi je me suis décidé tout de suite, moi ça m'intéressait beaucoup, je suis parti. Mais j'ai découvert une chose très simple, ça va faire long, mais c'est que les amis, d'abord j'étais surpris, je n'avais pas suffisamment de connaissances, je n'avais pas suffisamment de connaissances pour rendre compte. J'ai trouvé un peuple syrien très cultivé, qui sur le plan de la culture n'a rien à nous envier. Mais à tous les étages, si je puis dire, parce que c'était assez difficile de sortir un petit peu du cadre, parce que quand vous rentrez le matin dans le convoi, vous aviez des berlines là, qui vous attendaient devant l'hôtel, et puis le chauffeur, un cow-boy qui montait devant, enfin un garde du corps, un autre derrière, puis vous, et puis nous avions autant de véhicules, nous n'étions heureusement que 5 députés, mais enfin, il y avait quelques journalistes et intellectuels, et il y avait quelques chefs d'entreprise. Donc le convoi s'est branlé. Mais un matin, moi j'étais en retard. Donc ils n'ont pas pu m'entendre, donc j'ai pu faire un peu l'école buissonnière, et j'ai vu. Et à un moment donné, je vois un gars, Veolia, sur la rue. Et je me dis, celui-ci doit parler français. Et j'ai dit, bonjour, tu es français, toi, j'imagine. Il me dit, oui, ah, mais je vous reconnais, vous êtes un député, Jean Lassalle, etc. J'ai dit, mais je voudrais parler à ces hommes qui étaient en train de poser une canalisation. Bon, il me dit, ah, mais oui, volontiers, oui, je vais leur dire. Et j'étais stupéfait de leur attitude, d'abord très digne, très respectueuse, mais ô combien éclairée. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? La même chose que beaucoup de députés m'avaient dit, que beaucoup de religieux m'avaient dit, que beaucoup de chefs religieux, que beaucoup de leaders d'influence, de journalistes m'avaient dit. Mais où est passée la France? Mais qu'est-ce que vous foutez en Europe? Mais on ne vous reconnaît plus. C'est plus vous. Mais quand est-ce que vous allez cesser de vous aligner sur les États-Unis? Vous êtes les porte-flingues des États-Unis et vous nous faites un mal terrible, mais c'est à vous que vous faites du mal. Parce qu'après tout, Bachar et Assad, bon, ils ne méritaient certainement pas de défiler sur les Champs-Élysées. Rappelons que c'est Sarkozy qui l'avait invité en 2012. Mais que vous le décrétiez, vous, alors nous l'avons élu quand même au passage, et c'est des ouvriers qui me disent ça. Que vous décidiez de vous-même, sans tenir compte des circonstances, des contextes, sans tenir compte de la réalité, de la situation dans laquelle nous sommes. Et quand même, en grande partie, par vos interventions. Bien, vous avez quand même enlevé, même si c'était pas, même s'il y a beaucoup à dire, et même s'il mérite un jour de passer devant la Cour des droits de l'homme, c'était
des bassistes, ils étaient appartenus au parti basse, qui était un parti Nasser, un parti laïque, il faut le préciser, un parti laïque. Très profondément laïque. Et beaucoup, j'ai rencontré, et ça m'a énormément touché, mais d'hommes et de femmes qui m'ont dit ça. Vous, les représentants de la laïcité dans le monde, vous ne pouvez pas dire 10 mots sans y passer laïcité, vous êtes venus faire ça, libérer les criminels pour discuter avec eux. Quand on sait ce qu'ils sont devenus par la suite, et vous ne reconnaissez pas notre armée, alors que c'est la seule qui peut accompagner ce que vous faites, puisque vous ne débarquerez jamais au sol. Mais comment voulez-vous en sortir? Quand vous entendez des ouvriers vous tenir ce langage, vous dites d'abord c'est pas rien. Puis je n'avais pas réalisé que la Syrie, bon, j'aurais dû savoir, je l'ai su quand j'étais plus jeune, mais c'est quand même la plus vieille civilisation des pays les plus anciens. C'est extraordinaire. Et ils le vivent très douloureusement. Et ils le vivent d'autant plus douloureusement qu'ils disent la France, notre ami, la France qui comprenait, qui n'a pas toujours fait les choix judicieux, mais elle est très mal dans ce rôle-là. Mais quand est-ce que vous allez reparler à l'ONU? Vous avez fait se lever, et ça je suis président des populations des montagnes du monde, je l'ai entendu aux 4 coins du monde, vous avez fait lever des foules entières d'espoir quand de Villepin a parlé. C'est vrai. Et quand est-ce que vous allez parler de nouveau? Mais quand est-ce que vous allez arrêter ce suivisme? Mais vous allez être donc réduit à vendre des armes à des criminels. Voilà ce qu'on entend. Donc, à partir de là, vous voyez, pousser les feux comme nous le faisons maintenant, d'une manière exagérée. Et en même temps, entretenir ce contexte sur les terrains amis, avec qui nous avons eu des relations très étroites. Mais c'est très dangereux pour demain. Il y a une schizophrénie totale dans notre politique étrangère, parce que d'un côté, on ne peut pas prétendre combattre Daesh, et puis armer des groupes rebelles qui font... On le sait, même s'ils ne font pas partie de Daesh, ils ont des relations, ils travaillent tous ensemble, etc. Puisqu'on sait qu'il y a des liens très très étroits entre Daesh, Al-Nosra, etc., tous ces groupes. Donc, comment mener une politique étrangère qui peut nous paraître viable si dans la mesure où, j'ai envie de dire, on donne des armes d'un côté pour dire on va combattre la personne à qui on vient de donner des armes? C'est schizophrène, c'est presque suicidaire. Et comment on peut sortir de ça? Parce qu'il faudrait quand même presque qu'il y ait un revirement de politique là, du point de vue de la politique étrangère. Parce qu'on a vu un peu des gesticulations, hein, pour reprendre votre expression, sur ce qui se passe en Syrie. Voilà, François Hollande qui cherche des alliances, on parlait de coalition, puis finalement on parle de coordination entre certains États, mais ça ne va pas être suffisant, il va falloir vraiment peut-être un jour mettre sur la table ce qui s'est passé, et en particulier ces relations un peu, j'ai envie de dire, plus qu'acceptable, enfin inacceptable plutôt, entre la France et ses groupes. Pour tenter de définir un raisonnement difficile à tenir, mais qui me hante, je pense que, et c'est difficile de le dire pour un centriste, vous le noterez, je crois qu'il est grand temps d'ouvrir les yeux sur un des problèmes qui aujourd'hui crée cette vague d'incompréhension dans notre pays. C'est d'abord le fait de ne plus être reconnu comme le pays que nous avons été. C'est très douloureusement ressenti par nos compatriotes. Et ça revient partout. Je peux vous dire, j'ai rencontré des milliers de gens de toute sensibilité, de tout niveau social. Et puis, ensuite, de ne plus avoir la même moindre marge de manœuvre, au point d'être obligé d'aller requêter les pensionnaires, les pensionnés, les retraités, les jeunes qui auraient 4 sous, même pas 4 sous, les petites entreprises, les hôteliers, les restaurateurs, les artisans qui le disent eux-mêmes, ont gagné de l'argent il y a 10 ans. Un plombier, il dit, moi j'étais formidable il y a 10 ans. Alors, voilà. Je pense qu'il faut qu'on retrouve des marges de manœuvre. C'est Jacques le disait. Oui, mais alors, justement, est-ce que ces marges de manœuvre, c'est pas du coup pour que nous puissions relancer une véritable économie, et que la France retrouve les moyens d'une politique.
Or, aujourd'hui, nous ne le pouvons pas. Mais est-ce que... alors, justement, et je pense qu'il va falloir reprendre nos marges, des marges de manœuvre au niveau européen. Et ben justement, voilà, j'allais y venir parce que moi je posais une question. C'est difficile pour un centriste de le dire. C'est difficile, moi, effectivement, parce que votre parti est plutôt pro-Union européenne. Mais il faut pas se leurrer quand même. Mais très pro-européen, c'est le plus pro-européen. C'est tellement le plus pro-européen. Mais il faut quand même ouvrir les yeux et je pense qu'on ne peut pas rester dans une attitude comme celle-là, une attitude totalement équivoque. Le déni de réalité sur les problèmes de l'Union européenne. Au pays qui aime autant la politique que la France, on s'est habitué au triste fait, l'image te le dit encore, que 50% des Français n'ont plus voté. Et que la moitié de ceux qui vont voter votent blanc. Eh ben, on va en parler de toute façon des élections. Un mot quand même, Jacques Nicolas, parce que tout ça est à mettre en rapport, bien évidemment, avec c'est totalement lié, l'Union européenne. Parce que la France est en état de soumission. Alors la France, de qui parle-t-on quand on dit la France? En fait, ceux qui se sont soumis, c'est la caste. Ce sont les oligarques, la classe politico-médiatique, affairiste, qui d'ailleurs passe d'un secteur à l'autre, de la politique aux affaires, aux médias. Le symbole, c'est le tapisme. Quelqu'un d'ailleurs avait inventé une notion, moi, qui à l'époque m'avait fait beaucoup rire, au temps de Mitterrand. Le soissonno-kouchnero-tapisme. Le soissonno-kouchnero-tapisme. Mais c'est tout à fait significatif de la gesticulation. On revient encore à cette préoccupation dominante, surtout chez les socialistes, mais aussi chez la droite d'aujourd'hui, qui n'a plus rien de gaulliste, et qui ne pense qu'en opération électoralistes et politiciennes. Ils ne peuvent pas penser la France. Ils en sont incapables. Ils sont coupés de la réalité. À un point d'ailleurs tout à fait étonnant, parce que le lundi 7 décembre, le lendemain du premier tour des élections régionales, le journal L'Humanité et le journal Le Figaro faisaient exactement la même une, qui était le choc. Mais quel choc! Il n'y a pas de choc. Tout ça, c'est écrit, tout ça évolue depuis une vingtaine d'années. Il n'y a pas lieu d'être surpris. Ce que je veux dire sur la soumission de cette caste, c'est la soumission à une idéologie qui est l'idéologie néolibérale, qui a fait la démonstration de son échec total, lamentable, puisque c'est cette idéologie qui a incité à la mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en œuvre de l'idéologie néolibérale. C'est la libéralisation généralisée du commerce international, des marchés financiers, du marché du travail, etc., etc., pour des résultats qui sont très bons pour les classes dominantes, mais qui sont très mauvais pour les classes dominées en termes d'inégalité croissante, en termes de chômage. Et cette soumission, elle est générale dans la caste, une soumission à une idéologie dont ils profitent parce que, évidemment, ce sont des journalistes à gages, ce sont des politiciens à gages. Ils vont à la gamelle, comme on dit. Ils touchent par des biais différents de l'argent pour entretenir cette idéologie. Il faut rompre avec cette idéologie. Le dernier avatar, c'est la crise financière de 2007-2008, dans laquelle nous sommes encore. C'est la dernière preuve de l'incapacité du néolibéralisme à prendre en charge positivement le problème du développement des sociétés, de l'économie et de la démocratie. Il y a corrélativement une soumission aux grandes affaires, au monde des affaires. Les journalistes, beaucoup de dirigeants politiques n'ont rien à refuser au milieu d'affaires. Et il faut couper le lien entre le journalisme, les milieux politiques et les milieux d'affaires. C'est insupportable parce que on le voit dans de multiples projets. Monsieur Macron est le représentant direct des milieux d'affaires au sein du gouvernement, plus que tout autre
plus que la droite d'ailleurs, quand il y avait aussi des liens entre les affaires et ses ministres. C'est pire avec les socialistes. Il faut rompre avec les milieux d'affaires, des grandes affaires, parce que les grandes affaires étouffent les petites affaires. Et puis, il y a la soumission de la France à l'Union européenne, à l'euro. L'Union européenne a suscité chez certains de l'espoir, l'espoir de la paix, bien sûr, l'espoir d'une harmonie entre les peuples, l'espoir de voir s'améliorer la vie quotidienne. Mais tous ces espoirs sont restés vains. Non seulement ils sont restés vains, mais c'est même aujourd'hui le contraire qui est en train de s'opérer. Parce que, en fait, dès le départ, il y avait un défaut de fabrication dans le système de l'Union européenne. Le système de l'Union européenne repose sur l'erreur fondamentale que l'on peut construire une Europe non seulement sans les nations, mais contre les nations. Parce que c'est à cela que l'on aboutit. La lutte, les propos négatifs contre la nation, contre la souveraineté du peuple, contre la souveraineté nationale, qui sont traînés dans la boue par la caste, eh bien, et le fait que les gens, tout le monde a besoin d'avoir des identités. C'est tout à fait naturel, on a besoin de se sentir appartenir à une communauté, c'est dans l'ordre naturel des choses. Quand tout le monde dans la caste, dans le système de l'Union européenne, essaie de gommer l'identité nationale, les identités nationales, d'ailleurs pas seulement celle de la France, Oui, bien sûr, oui. Mais il y a une révolte chez les gens, parce que on pourrait se dire, bon, à la limite, s'il y a une nouvelle identité de substitution qui remplace l'identité nationale, l'identité européenne, après tout, ça se discute, pourquoi pas? On peut discuter, mais il n'y a aucune identité de substitution. L'Union européenne, au contraire, est un système répulsif. Les gens ne peuvent pas adopter une identité européenne, puisque le système qui est en train d'être construit se fait contre les nations, défait ce qui fait la sécurité des citoyens, l'emploi, les systèmes de protection sociale, et donc nous arrivons aujourd'hui à un constat qui doit conduire à une rupture avec l'Union européenne. Il faut rompre avec l'Union européenne. Ça fait peur, et on le comprend à un certain nombre de gens, mais rompre avec l'Union européenne, ça ne veut pas dire s'isoler, ça ne veut pas dire se fâcher avec les autres pays, ça veut dire rompre avec un système politique. Ça n'est pas rompre avec les peuples. Il faut expliquer que cette rupture avec le système politique de l'Union européenne, pourquoi je fais cette précision? Parce que dans la propagande qui est menée depuis des décennies par les européistes, disons, c'est-à-dire les européistes, pour moi, sont ceux qui parlent de l'Europe comme que l'européisme, c'est le nationalisme, l'équivalent du nationalisme pour la nation. Et donc les européistes expliquent que finalement, il faudrait qu'on abandonne les identités nationales et que à partir de là, il y aurait la possibilité de mettre un terme aux égoïsmes nationaux. Parce que la nation est présentée comme un égoïsme, l'incapacité de se tourner vers les autres. Or, je pense que c'est exactement le contraire. C'est dans la mesure où on est souverain, où on est maître chez soi, que l'on peut coopérer avec les autres. Si on n'a pas de souveraineté, on ne peut pas y arriver. Et donc il faut accepter cette idée de rupture avec le système européen, parce que l'amalgame, et je termine là-dessus, l'amalgame a été fait entre Europe et Union européenne. Les journalistes, alors beaucoup le font
désormais sans le faire exprès. Ils le font sans le faire exprès. Mais en fait, quand vous demandez aux gens, alors qu'est-ce que tu penses de la situation en Europe, eh ben, ils vont dire oui, ben, moi je suis pour l'Europe, je suis contre l'Europe. Ce genre de réflexion n'a ni queue ni tête. Parce que l'Europe, c'est comme l'Afrique. Est-ce que tu es pour l'Afrique ou est-ce que tu veux sortir de l'Afrique? Ça n'a pas de sens. L'Europe, c'est un continent, c'est une notion géographique. Il ne faut pas parler de l'Europe, il faut parler de l'Union européenne. L'Union européenne est un système politique. Nous voulons sortir de l'Union européenne, pas de l'Europe. On ne peut pas, la France ne peut pas sortir de l'Europe. Elle peut en revanche, et elle doit sortir de l'Union européenne parce que c'est la condition pour mettre un terme à la soumission dans laquelle elle est entrée via l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Parce que l'Europe, c'est une filiale. L'Union européenne est une filiale des États-Unis. Il faut donc remettre en cause la soumission dans laquelle la caste a placé la France. Il faut redevenir libre. Alors justement, là, je me retourne vers vous, Jean Lassalle, parce que vous avez fait le constat aussi qu'il y avait effectivement, voilà, qu'il fallait ne pas justement avoir un profil de déni de réalité face aux problèmes que pose l'Union européenne en termes d'identité militaire, économique, etc., dans beaucoup de domaines. Est-ce que vous pensez qu'au MoDem serait prêt à faire avancer ses positions jusqu'à demander, comme le demande Jacques Tikhonov au MPEP, la sortie de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro, qui sont les trois piliers, on peut dire, pour le moment, de cette domination militaire, financière et économique, un peu dans tous les domaines, puisque aujourd'hui l'Union européenne s'occupe un peu de tout. Nous avons relégué nos pouvoirs nationaux à des commissaires européens. Est-ce que vous pensez que cette position-là peut avancer, même dans le MoDem? D'abord, pour vous dire à quel point je reste quand même lucide, je peux vous dire qu'au sortir de l'émission que j'ai ce soir avec vous, et avec Jacques Tikhonov, je vais entendre sonner les cloches. Ah bah là, après ce qui vient d'être dit, peut-être, voilà. peut-être qu'on va vous secouer un peu. Oui, c'est pour vous dire que je suis quand même lucide. Alors, vous me dites, est-ce que vous êtes peut-être prêt? De toute façon, il est des moments, bon, il y a que des imbéciles qui ne se tombent pas. Encore, je n'ai peut-être pas été non plus tout le temps, je n'avais pas voté Maastricht. Et ça avait été un énorme scandale, et ça faillit être un moment de rupture entre François Bayrou et moi. Pourtant, nous avons 35 ans, ou presque 40 ans d'amitié. Ah, vous n'avez pas voté non. Vous n'avez pas voté non, mais pas voté. Non, je n'avais pas voté non plus, bien entendu, Lisbonne. Et alors, c'est un élément qui a beaucoup marqué les Français, c'est que leurs représentants, eux, votent. On les interroge tout à fait, d'ailleurs, en fin de parcours, comme on le fera dans quelques années, peut-être dans quelques mois, parce que ça peut s'accélérer, sur le grand accord transatlantique. Ah oui, le fameux TAFTA, on pourra dire un mot. Eh bien, c'est peut-être en fin de parcours, et là, vous devrez voter, parce que sinon, vous êtes un dangereux réactionnaire, etc. Mais je pense que ce soir, je vais sortir d'ici avec une réputation de dangereux réactionnaire, parce que maintenant, je vais réussir à sauver à peu près les apparences. Ce soir, je n'y échapperai plus. Alors, vous me disiez, est-ce que vous pouvez faire évoluer? Écoutez, de toute façon, on fait de la politique pour des convictions. Et ça, je pense que beaucoup de mes collègues le font. Il faut faire tellement d'efforts pour devenir député. Il faut faire tellement de sacrifices. Ce n'est pas le problème. Je pense qu'on fait un faux procès souvent, je tiens à le dire quand même. Lorsqu'on dit ils sont tous pourris, etc., ou ils n'ont pas de conviction. Le problème, c'est que le système est devenu tel que vous êtes enfermé. C'est ce que expliquait Jacques Tikhonov. Si vous voulez passer à la télévision, moi je ne suis plus invité à un seul direct, mais si vous voulez passer à la télévision, vous pouvez critiquer un tout petit peu, mais à la marge. Mais si vous allez trop loin, ensuite c'est fini. Donc on vous voit par séquence. Alors, moi je me suis quand même donné les moyens de me faire une opinion. J'ai entrepris un tour de France à pied, 6000 km pendant 9 mois. Je peux vous dire que ma femme a apprécié. Et mes voisins aussi, et mes amis du conseil municipal, qui ne comprenaient pas ce que je faisais. Bon, quand il y a eu, et j'ai entendu, mais ce que je n'avais jamais entendu, à Lille, où j'ai fait tant de mariages, parce que je sais pas pourquoi, j'avais des copains là-bas, mais il y a 20 ans,
vous ne trouviez pas quelqu'un qui vous disait le moindre mot sur l'Europe. Et moi d'ailleurs non plus. Bon, donc tout allait bien. Mais quand je suis passé à Lille, et dans tous ces territoires, où le Front National d'ailleurs fait des scores exceptionnels, On en parlera. eh bien, il n'y avait pas d'élection quand j'ai fait ce Tour de France. J'ai même choisi une année où il n'y en avait aucune. Mais je n'ai pas trouvé un Français sur 10 pour défendre l'Europe telle qu'elle était. Par contre, si vous écoutez, parce qu'il faut commencer par écouter, parce que si vous commencez par amener votre science, on vous dit, vous avez raison, monsieur le député, mais continuez comme ça, et continuez comme ça. Et alors, l'effet est encore pire si c'est un couple, vous voyez. Et si un monsieur et madame, alors là, c'est... Mais vous écoutez, il faut écouter. Le peuple français est un peuple qui a aujourd'hui une priorité absolue, c'est d'être écouté. Et pour ça, il faut que nous revenions à notre travail d'écoute. Et que nous acceptions de dire que la politique, c'est avant tout un engagement supérieur. Ça ne peut pas être un plan de carrière. Vous êtes élu, c'est un immense honneur. Vous êtes battu, vous devez partir. Voilà. Alors, je reviens maintenant. Alors, pourquoi il y a eu cette désillusion, à mon sens? C'est parce qu'effectivement, après s'être déchiré jusqu'au dernier sang, ces peuples qui avaient pourtant la même religion, qui avaient tout bon, on dit un jour on va mettre l'acier et le charbon en commun. Ça a été le début d'un grand rêve. Parce qu'au fond, c'était beaucoup déchiré. Mais nous étions aussi, faisions partie des pays les plus avancés de la planète sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan de la démocratie. Et une très grande partie des Français, et de la classe politique française, a cru qu'au fond, on allait créer l'espace le plus abouti en termes de démocratie. Et puis aujourd'hui, les Français disent, mais qu'est-ce qu'on a retrouvé à la fin? Eh bien, c'est la plateforme avancée de la finance et de la spéculation mondiale. L'Europe est devenue cela. Et vous l'acceptez. Il faut admettre. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, vis-à-vis du modèle, je vais avoir du mal, parce que je réponds, je vais jusqu'au bout, mais j'en tirerai, si je n'y arrive pas, j'en tirerai les conséquences. Parce que, quand, à mon âge, après avoir profité, comme je le disais tout à l'heure, de tout ce que j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie, si je ne suis pas capable de tirer les conséquences de ce que je vois, alors que j'ai 4 fils de députés, qui ont moins de chances de réussir leur vie que n'en ont eu les 4 fils de berger de mon père. Il y a quand même des questions à se poser. Donc, eh bien, je serai obligé à prendre des dispositions à l'égard du modem. Mais il est évident qu'il y a des décisions à prendre. Alors, moi, je crois que nous nous sommes trompés d'abord par manque de clairvoyance, mais aussi par manque de courage. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour les États-Unis quand ils le méritent. C'est-à-dire pas souvent non plus. Hein. Mais le Colorado, c'est formidable. Mais c'est quand même pas la Grèce ni la Rome antique. L'Ohio, c'est pas la vieille Espagne. C'est constitué. Et la Californie, c'est pas la France. Alors comment qualifier l'Angleterre, je ne sais pas. Mais enfin bref. Donc, on a plaqué les États-Unis, d'ailleurs beaucoup l'ont dit à l'époque. On va faire les États-Unis d'Amérique en Europe. Oui, sauf qu'il y a quand même quelques siècles d'histoire de différence. Et que c'est quand même les copains, les frangins, les Anglais, les Écossais, mais aussi quelques Français, beaucoup d'Hollandais, etc., qui ont été fondés la nation la plus puissante du monde sur le plus grand génocide de tous les temps, mais celui-là, pour l'instant, n'est pas dénoncé. Ah oui, le génocide des Indiens d'Amérique. New York est bâti sur des monceaux de morts, des montagnes de morts. Bon, on a quand même là nettoyé tout un peuple. Et c'est, au fond, cela que nous avons reporté en France. En Europe, comment voulez-vous que ça marche avec des pays qui sont aussi chalots des grands principes, dont la France quand même été à l'origine. La France a connu des moments de turpitude effroyables, mais elle a connu aussi de grandes transformations qui ont permis de monter la civilisation. Vous avez évoqué le courage et justement la conviction politique. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de courage de notre classe politique à admettre certaines évidences, c'est-à-dire une espèce de déni de réalité justement par rapport au fait que si on s'est trompé
sur ce qu'était le projet européen, est-ce qu'on ne doit pas le dire? Je veux dire, ça arrive même dans la vie, des fois on prend une décision, puis on se trompe, et puis on admet s'être trompé, d'avoir pris la mauvaise décision. Est-ce qu'il n'y a pas un courage justement des hommes politiques à admettre, bon ben on s'est trompé sur l'Union européenne? On a souvent dit, et je commence vraiment à y réfléchir beaucoup, la France a toujours une guerre de retard. Et aujourd'hui, écoutez, je ne veux pas... Bon, je fais tout ce que je peux, moi, pour assurer, parce que j'aime la vie, j'aime les printemps, je suis un homme enthousiaste. Et j'espère que nous pourrons sortir de ce faux pas d'une manière pacifique. Mais il est minimum 10. Ça sera, on n'aura pas beaucoup de temps devant nous. Et moi, je pense qu'il faut en tirer maintenant les enseignements. Nous pouvons le faire. Pour ça, il faut véritablement changer l'attitude. Il y a de la place. Mais il faut renouer avec le grand absent des 30 dernières années, c'est le peuple. Ah oui. Le peuple souverain. Parce que le peuple, on l'a laissé complètement à l'écart de toute cette histoire. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'il ne soit pas au rendez-vous. Mais comment y serait-il au rendez-vous? On ne l'a consulté sur rien. On lui a enlevé ce en quoi, vous l'avez très bien expliqué, il a cru pendant des siècles. Il y a eu beaucoup de propagande. De toute façon, il faut bien l'admettre. Tout à l'heure, vous avez évoqué, c'est vrai que c'est de la propagande. Pour l'instant, il n'y a aucune chance d'en sortir d'une manière convenable parce qu'il y a cette espèce de caste supérieure qui s'est constituée. Elle est aussi épaisse, elle est aussi solide. Vous savez, quand la fusée Apollo allait sur la Lune, le grand problème au fond, c'était pas d'allunir, mais c'était de traverser la couche de l'atmosphère sans s'écraser dessus. Il y avait un angle pour passer. Mais aujourd'hui, si vous avez le malheur de tenir les propos de M. Nikonov, ou les miens, ce que vous me faites tenir ce soir, c'est vos propos, moi je force personne. Vous n'avez aucune chance de percer cette muraille. Oui, bien sûr. Vous êtes, moi je suis député, vous êtes condamné à processus. Vous êtes condamné, oui. Vous êtes lassalisé. C'est ce qu'a lassalisé, c'est pas mal. Vous avez eu beau faire dire grève de la faim aussi, puisque Philippe de Villiers, lui, dans son dernier livre, il explique clairement que tous ceux qui n'adoptent pas une position politique conforme à l'idéologie dominante se font éjecter. Il parle de force centrifuge. Il dit plus vous êtes loin du centre, c'est-à-dire du centre de cette idéologie, plus vous avez de chances d'être éjecté du système. Donc là, visiblement, vous confirmez ce propos, mais c'est inquiétant quand même pour la démocratie, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas... Moi je dirais oui et non. Alors oui sur le plan institutionnel, non sur le plan du peuple. Vis-à-vis du peuple. Ah oui. Sur le plan institutionnel, c'est tout à fait exact. Les médias sont les instruments de propagande du système. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas croire qu'il y a des médias, des grands médias bien sûr, qui vont, ou des journalistes qui vont reconnaître les mérites de tel ou tel, de Jean Lassalle par exemple. Non, ça n'est pas leur fonction, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour introduire le virus dans les esprits, le virus de la soumission, le virus néolibéral, le virus de la médiocrité, de la consommation, du fétichisme, de la marchandise. Voilà, ils sont là pour ça. Voir les propos de l'ancien patron de TF1, qui expliquait qu'il s'agit en fait de rendre les cerveaux disponibles. Voilà, ils vendent du temps de cerveau disponible. Voilà, pour la pub, etc. Ça, c'est... Donc, le système est verrouillé. Mais c'est verrouillé sur le plan politique. Les deux grands partis, Parti socialiste et républicain, la droite, ils sont d'accord sur tout, sur l'essentiel. Ils sont d'accord sur l'essentiel. Et donc, ils verrouillent le système. Ils ont fabriqué le Front National, surtout les socialistes. Ça, d'ailleurs, le PS va peut-être gagner sauver des régions grâce au Front National. Il va en perdre, mais il fallait lâcher un petit peu de vapeur. Mais le reste, il va les gagner grâce au Front National. Merci le Front National. D'ailleurs, petite parenthèse, si j'étais au Front National, à la direction du Front National, je m'inquiéterais beaucoup. Parce qu'un phénomène tout à fait particulier est en train de se manifester au Front National, c'est l'adhésion d'énarques. Or,
l'énarque, c'est comme le chien qui va à la gamelle. Il sent la gamelle. Et si vous regardez le profil des dirigeants socialistes d'aujourd'hui, la première génération, Attali, Fabius, comment sont-ils venus au socialisme, des Attali et des Fabius, qui socialement sont de la bourgeoisie aisée et qui n'étaient pas prédisposés à adopter les principes socialistes. Ils ont compris en 1965, quand Mitterrand fait 45% au deuxième tour de l'élection présidentielle, ils comprennent à ce moment-là que le gaullisme c'est fini et que la roue va tourner et que c'est Mitterrand le bon cheval. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'exprime, ce sont des écuries. Et donc ils fabriquent, ils entrent dans une écurie, Fabius, Attali, auprès de Mitterrand, ils lui font des notes, ils constituent son cabinet. Et puis vient la génération d'après, Hollande, Ségolène Royal et quelques autres. Les énarques, un certain nombre d'énarques, considèrent que c'est un accélérateur de carrière. Et en effet, c'est un puissant accélérateur de carrière que d'entrer, de se mettre au service du bon cheval pour leur intérêt personnel. Il n'y a aucune conviction dans cette affaire-là, aucune, zéro conviction. Attali, Fabius, Hollande, Ségolène Royal et les autres n'ont aucune conviction. Ce sont des hommes d'appareil, des hommes qui sont tournés pour leur plaisir personnel. Il faut regarder les choses comme elles sont. Et moi, je suis arrivé à cette conclusion assez désespérante, je dois le reconnaître, parce que j'avais une haute opinion de la politique, des dirigeants de mon pays, et puis leur fréquentation m'amène à ce constat tout à fait navrant. Ce qui est en train de se passer, c'est un mouvement d'un certain nombre d'énarques au Front National. Je veux dire, le Front National s'est déjà perdu de ce point de vue-là. C'est-à-dire, c'est le début de la fin. Ils sont en train d'être absorbés par le système. Le Front National veut être calife à la place du calife. Voilà, c'est tout, c'est tout. Il ne faut pas, ce sont les mêmes, c'est le tripartisme, c'est le système. Les deux, chacun a besoin des deux autres. Voilà. Ils se confortent mutuellement. Mais comment on peut expliquer, d'ailleurs, voilà, on a vu évidemment après le résultat des premiers résultats des élections régionales, puisque c'est pas terminé, il y a la deuxième manche, on va dire, ce week-end prochain. En tout cas, on a vu, à la suite du premier soir, toute une série d'inquiétudes. Voilà, on a vu on va dire, toute la classe dirigeante, en tout cas, défiler, et évidemment s'inquiéter de cette position prédominante du Front National. Alors comment vous l'interprétez déjà au MoDem, à ce score du Front National aux élections régionales? Mais écoutez, c'est tout sauf une surprise. Et il faudrait au minimum trouver des éléments de langage pour les collègues qui vont sur les plateaux de télévision, parce que c'est affligeant. Parce que vous voudriez faire voter Front National, davantage vous ne vous y prendriez pas mieux. Avec tout ce que j'ai entendu l'autre soir, d'ailleurs j'ai fermé la télévision parce que je ne pouvais pas le supporter. Mais enfin, nous le sentons tous. Quand vous commencez à voir dans vos propres entourages, dans vos familles, des hommes à la force de l'âge, des jeunes, vous disent, mais moi ce coup-ci je vais voter, mais vous êtes tous des charlots, moi je n'y crois pas, votre histoire. Voilà, donc on le sentait venir, et moi quand j'ai sorti mon livre qui n'a pas fait un très grand succès parce que je n'ai pas été très couvert par la rencontre des Français, mais c'était évident. Les maires des communes que je traversais, qui me disaient avoir été au Parti Socialiste pendant des années, d'autres au RPR, d'autres au MoDem, au centre, un peu moins je dois le dire, sont moins nombreux aussi, me disaient tout d'un coup, eh bien, avec le conseil municipal, nous votons Front National. Je disais, je les laissais parler d'abord. Je disais, mais écoutez, nous ne représentons plus rien. D'ailleurs, la moitié du conseil municipal a démissionné, parce que nous n'avons plus aucune raison d'être. L'élu de proximité, il est définitivement chassé.
Et d'ailleurs, heureusement que les copains sont partis, parce qu'au moins on ne s'engueule plus depuis qu'ils sont partis. On n'est plus que 4, on fait une belote. Vous imaginez pour la France, qui a besoin à la fois d'un État, c'est pour ça qu'il fait certainement un État à reconstruire, pour l'adapter à notre temps. Et il y a besoin du soleil qui vient d'en haut, mais de la sève qui pousse au printemps, qui monte aux arbres. Tant de choses sont venues de la base, tant de choses pourraient venir encore. Ce n'est pas un handicap d'avoir le troisième pays par le territoire des campagnes exceptionnelles. Mais est-ce que c'est parce qu'on a oublié tout ça? On a oublié justement certaines valeurs? On a sciemment, maintenant je suis sûr qu'on a sciemment organisé leur exode. Parce que je suis dans un territoire où on pourrait vivre, on peut vivre, et on voit quand même encore cette tentation permanente pour faire partir nos derniers jeunes, pour fermer nos dernières écoles, pour nous enlever. On a tout perdu. On a perdu le curé, on a perdu le percepteur. Tout ça, c'est pas à mettre en relation avec ce qui avait été dit Jacques. Et maintenant, on va perdre les mêmes. On va perdre. Mais oui, bien sûr, c'est cette relation. Seulement, il a fallu beaucoup de temps pour se rendre compte. Et ces régions, on sait que les Français les avaient demandées. Encore Mitterrand avait eu l'honnêteté dans son programme de dire clairement, si je suis élu, je vais m'engager dans un processus de décentralisation. Il avait eu un autre courage, alors que 80% de Français n'étaient pas favorables. Il avait dit, si je suis élu, j'abolirai la peine de mort. Oui, tout à fait. Bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il ne s'est pas remarié immédiatement. Maintenant, c'est la mode pour les présidents. Quand il arrive. Bon, il a dit à ses gars maintenant, il a été chercher Gastonnet à Marseille, il lui a dit, bon écoute, toi maintenant tu vas me préparer la décentralisation de la France. Mais c'était annoncé, pendant que les préfets sont en train de bronzer à la plage, pendant que l'opposition est complètement disloquée, on va faire ça, parce que sinon on ne le fera jamais. Mais on n'a jamais vu aucun des chefs de parti annoncer clairement qu'on allait mettre le territoire français en coupe rase tel qu'on l'a mis. Mais si on le remplaçait par quelque chose qui soit compréhensible après tout, comme disait M. Nikonov tout à l'heure, pour l'État français ou l'Europe, ou l'État européen, je ne sais pas. Mais si moi je comprenais ce qui va se passer après qu'on m'ait supprimé mon territoire de conseiller général, alors que les Français nous disent tous les jours de plus en plus proximité. Occupe-toi de moi, j'ai besoin. Oui. Bon, maintenant, mon canton, il a réuni 6 d'avant et j'avais déjà le plus grand d'Aquitaine. Bon, pour voir ce conseil général, il faut faire maintenant 30-40 km. Les communautés de communes vont s'étendre à perte de vue, mélangeant tout. Vous avez vu ce qui est arrivé des régions. Nous laissons, dans la mienne, Lourdes, où les derniers fidèles se rendent en pèlerinage. C'est à 30 km. Mais nous allons à 780 km, là-haut, très loin. Je ne sais pas quoi faire. Et comment voulez-vous que les gens se retrouvent dans tout ça? Ils ne peuvent pas. Donc, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait le réveil du citoyen. Il faut que le citoyen refonde le peuple. Comment on le fait? Ça, c'est pas évident. Je pense que c'est un énorme travail engagé dans le travail d'intelligence. Il faut investir lourdement sur de l'intelligence relationnelle, parce que maintenant c'est le lien humain qui est attaqué profondément. Et puis, il faut retaper la France. Mais est-ce que les gens n'attendent pas, justement, un changement du discours politique, une espèce de alors, pas parler du mot révolution, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, qu'on attend véritablement. Est-ce que ce résultat-là n'est pas l'aveu justement d'un changement total, j'ai envie de dire, d'orientation et du discours politique? Est-ce que les gens qui ont voté Front National, parce qu'on parle souvent, moi j'entends un terme qui est revenu souvent ce week-end, on m'a dit, on parle d'électeurs perdus. Or, moi je ne pense absolument pas que les gens soient perdus. S'ils ont voté, c'est en toute conscience, ils ont voté pour le Front National, sachant très bien quel est le programme du Front National. Justement, ils n'ont pas l'air au contraire perdus, ils ont plutôt l'air même déterminés. Et est-ce que la question, c'est pas de se poser, de savoir s'il n'y a pas une évolution souhaitée, que finalement c'est un désaveu total pour tous les partis institutionnels, quoi. Je dirais la chose suivante. Pour répondre à votre question, que c'est pas tellement un changement de discours qu'attendent les gens, c'est des résultats. Les gens attendent des résultats, tout simplement. Parce que si c'est un nouveau discours pour expliquer pourquoi on n'a pas atteint les résultats, pourquoi on n'y arrive pas et pourquoi on ne peut pas y arriver,
les gens, c'est de ça dont les gens ont assez. Il faut des résultats. C'est-à-dire qu'il faut résoudre les problèmes. Ce que l'on demande au gouvernement, ce que l'on demande à l'État, ce que l'on demande aux partis politiques, c'est de résoudre les problèmes. C'est d'améliorer la situation des citoyens. Enfin, ça a l'air d'être une découverte pour certains, mais c'est ça le but finalement que doit poursuivre la politique. Et on sait parfaitement ce qu'il faut faire. Depuis plusieurs décennies, les citoyens expriment de manière diverse quels sont les sujets qu'il faut résoudre. Le premier, c'est le chômage. Il faut résoudre la question du chômage. Mais comme le Parti socialiste, la droite et le Front national à sa manière démagogique sur cette question-là, considèrent que, comme M. Mitterrand l'a dit, on a tout essayé contre le chômage. Ben, qu'est-ce que vous voulez améliorer dans le discours politique pour expliquer aux citoyens qu'on ne peut rien faire contre le chômage? Parce que le problème, il est là. Or, sur cette question cruciale, il n'y a pas de débat politique. On ne peut pas débattre. Il n'y a pas de proposition. Alors que la France se vide de sa substance industrielle, alors que le chômage est la source de multiples dysfonctionnements individuels et collectifs, des maladies psychosomatiques à des maladies de toutes sortes, des cancers, le tabagisme qui est aggravé par le chômage, l'alcoolisme, la rupture des couples. Enfin, on ne se rend pas compte, ou on ne veut pas se rendre compte de la déstructuration des individus et du tissu social provoqué par le chômage. Et paradoxalement, on ne peut pas débattre de la question. Quand on regarde, et moi j'ai fait le constat au moment des élections régionales, j'ai fait l'inventaire, j'habite en Île-de-France, j'ai fait l'inventaire des listes, des programmes des listes, sur un critère, le chômage. Qu'est-ce que ces candidats, ces listes, proposent en matière d'emploi? Mais c'est affligeant, c'est d'une pauvreté incroyable. Ils répètent des formules creuses que l'on entend depuis des années, qui leur ont été mises dans le bec par le MEDEF, baisse des charges. Mais la baisse des charges, ça fait des décennies que les contribuables subventionnent les grandes entreprises. 40 milliards encore pour différentes mesures qui ont été prises, plus d'autres dizaines de milliards d'allègements de cotisations sociales patronales. Pour quel résultat? La question du chômage cristallise toutes les autres questions. Parce que si on veut résoudre la question du chômage, il faut s'attaquer à des tabous qui ont été installés dans la société, le tabou de l'État, le tabou du libre-échange. Un mot sur chacun. L'État doit être l'employeur en dernier ressort. C'est totalement contradictoire avec les principes que l'on essaie d'inculquer de force dans les esprits, celui du libre-échange, du libre jeu du marché, etc. Pas si libre que ça, puisque les ententes, les fraudes sont légion parmi les grandes firmes multinationales. Si le marché n'est pas capable de résoudre la question de l'emploi, l'État doit se substituer au marché. Il doit être l'employeur en dernier ressort. Qu'est-ce que ça veut dire employeur en dernier ressort? Ça veut dire que dans le secteur non marchand, collectivités locales, hôpitaux publics, fonction publique d'État, associations, l'État va financer des emplois qui correspondent aux besoins, qui permettent de répondre aux besoins de la population. Et dans les services publics, les cantonniers qui ont disparu, et dont on a besoin, etc., etc. Financer comment? Financer par, eh bien, il faut reconnaître que la dette publique doit être annulée, restructurée. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera privé de ses revenus, pas du tout.
il faut restructurer la dette publique, c'est-à-dire accepter que certains créanciers ne soient pas remboursés, notamment ceux qui sont des fonds de pension, des hedge funds qui ont spéculé sur la dette des États. Ceux-là n'ont pas de raison d'être remboursés. Il faut donc restructurer la dette publique, ne pas pénaliser les petits porteurs, évidemment, mais si on veut se donner des marges de manœuvre, il faut absolument restructurer la dette publique et ne pas rembourser une partie de la dette, en tout cas à ceux qui ne méritent pas qu'on leur rembourse. C'est la condition pour dégager des financements pour financer des salaires. Vous êtes pour l'abrogation de la loi 73 justement? Bien sûr, bien entendu. Vous avez raison, la conséquence directe de la restructuration de la dette publique française, c'est la sortie de l'euro. Parce que les marchés financiers ne vont pas continuer à prêter de l'argent à la France si la France ne les rembourse pas. C'est tout à fait logique. Mais c'est précisément ce qu'il faut faire. Il faut couper les liens avec les marchés financiers. Il faut démondialiser. C'est parfaitement possible. Les esprits ne sont pas encore prêts à entendre cela. Mais techniquement et politiquement, c'est possible. Techniquement parce que comment va-t-on trouver les sommes, les capitaux, pour remplacer ceux qui sont prêtés par les marchés financiers? Eh bien, il y a 3 sources de capitaux. La première, c'est de faire appel à l'épargne nationale. La France est un pays dans lequel il y a beaucoup d'épargne. Les Français sont prêts à confier leur épargne à l'État si c'est pour une bonne cause et ne pas disperser leur épargne dans des systèmes de paradis fiscaux. D'assurance vie. On peut réorganiser tout cela. Deuxièmement, je termine, deuxièmement, il faut imposer aux banques et aux compagnies d'assurance, nationaliser, il faut mettre un terme à la privatisation des banques et des compagnies d'assurance. Ça n'est pas au marché de financer l'économie. C'est quelque chose de trop sérieux pour le confier aux banques. On voit qu'elles ne font pas leur travail. Il faut donc nationaliser et il faut imposer aux banques et aux compagnies d'assurance d'acheter des titres d'État, leur imposer l'achat de titres d'État. C'est déjà ce qui se passe, on n'a pas le temps d'approfondir. Et puis troisièmement, il faut que la Banque centrale reprenne les techniques utilisées avant, depuis d'ailleurs l'entre-deux-guerres, et après, la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale a été faite par des interventions de la Banque de France, au travers d'avances au Trésor, avances qui peuvent être rémunérées à des taux très faibles, et des avances non remboursables. C'est une partie de création monétaire. Il ne faut pas hésiter à le dire, à le faire, à insister, pour montrer que nous avons les moyens de nous libérer de la tutelle des marchés financiers. Ça doit permettre de financer l'investissement utile national pour réindustrialiser et pour payer des salaires dans les services publics, les hôpitaux publics, réinstaller les services publics dans les territoires. Donc ça, l'État employeur en dernier ressort, c'est ça dans le secteur non marchand. Dans le secteur marchand, c'est-à-dire le secteur privé, des entreprises, comment se crée l'emploi dans le secteur marchand? Ce ne sont pas les entreprises qui créent l'emploi. On nous explique que les entreprises créent l'emploi et qu'il faut donc les aider. Et on leur accorde des subventions, allègements de cotisations sociales, subventions à l'exportation, etc. C'est une erreur de diagnostic fondamentale. Ça n'est pas l'entreprise qui crée l'emploi, c'est la conjoncture économique et ce sont les consommateurs. L'entreprise va créer des emplois si elle a la quasi-certitude ou une certitude assez forte qu'elle va vendre des produits. C'est tout. Mais comment elle va vendre des produits? Elle va vendre des produits si les consommateurs les achètent. Et pour les acheter, il faut qu'ils aient les moyens de les acheter et qu'ils aient envie d'acheter. Ça veut dire que c'est la conjoncture économique qui provoque la capacité, qui injecte le pouvoir d'achat dans la société et le désir d'acheter par une vision positive
de la société. D'ailleurs, le discours de guerre, etc., ne peut pas être un discours favorable à l'avenir, à l'investissement dans l'avenir. C'est un discours qui alimente le repli, etc. Ben, bien sûr, mais ils ne se rendent même pas compte des âneries, des conséquences de leur discours uniquement politicien. Ils ne réfléchissent pas aux conséquences sur la société. Et donc, dans le secteur marchand, il faut que l'État crée une conjoncture économique favorable au développement économique, au salaire, à l'emploi, au pouvoir d'achat. Comment ça peut se faire? Ça peut se faire par l'investissement public, par du soutien à l'investissement, par des mesures protectionnistes. C'est un autre tabou qu'il faut briser, parce qu'on ne peut pas continuer à importer des objets que nous pouvons fabriquer et que nous fabriquions avant. L'industrie du bois, l'industrie du jouet, l'industrie textile, la machine-outil, etc., etc. Mais il y a un savoir-faire tout à fait précieux qui a été dilapidé. Il faut réindustrialiser, il faut relocaliser l'économie, et il faut le faire par une mutation écologique du mode de production. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de reproduire le même mode de production en France, celui qui est parti en Chine, ou au Maroc, ou je ne sais où. Non, il faut réindustrialiser selon un mode différent. Pour faire ça, il faut briser les tabous du libre-échange. On ne peut pas fonctionner avec le libre-échange. Il faut faire ce qu'on appelle une politique de substitution aux importations. Il faut prendre tous les postes d'importation qui nous coûtent de l'argent, qui nous endettent, et progressivement réinstaller des productions dans ce que nous importons et que nous pouvons faire nous-mêmes, que nous faisions parfois. Ça veut dire rompre avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, rompre avec l'Union européenne, dont la logique profonde est la liberté de circulation des marchandises. La liberté de circulation des marchandises, des capitaux, des services n'est pas une bonne chose. C'est ce qui écrase la France et quelques autres pays. Si on veut que les Français reprennent du poil de la bête, il faut affronter ces tabous. Il faut en parler. Évidemment, on ne peut pas en parler via les médias actuels. Il faut trouver, comme vous le faites avec votre média, la possibilité que des débats soient portés à la connaissance des Français, avec eux, précisément pour casser ces tabous. Si on n'ose pas casser ces tabous, on est mort. Alors moi, justement, j'ai une question aussi, puisqu'on parle de briser les tabous. Quelle est votre position sur les propositions qui ont été faites par un certain nombre de personnes sur ce qu'on appelle le salaire à vie? Certains appellent revenu de base, mais il y a quand même des petites différences selon, donc, on va faire à Bernard Friot, qui est quand même un spécialiste du sujet, et donc qui consisterait à séparer en fait le salariat du revenu et donner un salaire à tout le monde, avec un revenu qui viendrait évidemment en complément lorsque la personne travaillerait, continuera à toucher son salaire, mais tout le monde aurait un salaire de base qui serait évidemment indexé sur le coût de la vie. Et ainsi séparer le salariat du revenu et donner une indépendance aux citoyens, j'ai envie de dire quand même, comme il n'en a jamais eu, puisqu'il ne serait plus dépendant d'un travail. Voilà, des fois même on le sait très bien qu'il y a des gens qui exercent des professions contre leur volonté. Il s'agit de ce qu'on appelle des fois des professions alimentaires. On y va parce que il faut bien remplir la gamelle, pour parler vulgairement. Est-ce que c'est une solution viable, selon vous, politiquement? Écoutez, bon, d'abord, moi, je dois prendre quand même quelques précautions, parce que j'ai lu le CV que je connaissais de Jacques Nicolas, j'ai lu qu'il avait quand même un avantage sur moi. Il a fait quand même un petit séjour au Parti communiste avant. Moi, je ne l'ai pas fait, même si j'avais 2 oncles communistes. Enfin, les 2 sœurs de maman avaient épousé 2 républicains espagnols qui avaient fait tout ce qu'ils avaient pu en Espagne. Ils s'étaient échappés des Girondes et puis ils sont
tomber dans les résistants français. Bon, enfin, peu importe. Mais moi, lui, il y est passé. Moi, je n'y suis pas passé. Donc, je dois prendre quelques éléments quand même de précaution. Vous comprenez quand même que ce soir, je participe d'une révolution culturelle. Ah oui, déjà, vous allez faire taper sur les doigts. Oui, voilà. Bon, alors, ce que vous disiez, à mon sens, n'est possible que si on se... D'ailleurs, Jacques ne disait pas le contraire. Si on s'assure d'avoir les moyens de le payer. Oui. Ou alors, ça sera de nouveau une promesse de plus. Ça sera François Hollande Bourget s'attaquant à la finance avec le résultat que l'on a vu. Donc moi, je ne peux pas souscrire. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je n'ai jamais eu à le faire avec démagogie. Et le mal est profond. Parce qu'il a fallu quand même que je fasse 40 jours de garde de la faim à l'Assemblée nationale, dans un lieu où c'était pas facile, la salle de 4 colonnes, le lieu le plus médiatisé après la Croisette, pendant le Festival de Cannes. Je vous assure, c'était pas facile. Après, bon, je suis rentré possiblement. Il a fallu que je perde 32 kilos pour qu'on m'entende pourquoi. Parce que je perdais une usine qui gagnait de l'argent dans ma propre vallée, qui était aspiré par Total, qui était venu chercher des montagnes d'or avec les concessions pétrolières laissées acquises de manière parfois un petit peu pittoresque par Elf auparavant et la SNPA, jusqu'au golfe Persique, et qui ensuite prenait tout ça avec le petit pétrole qui restait, mais qui n'avait fait aucune reconversion, ce qui est une honte absolue pour notre pays. Grâce à ça, ils sont devenus le 4e pétrolier du monde. Et moi, je ne pouvais pas supporter qu'ils viennent, comme ils le faisaient dans un rayon de 200 km, prendre systématiquement toutes les entreprises, surtout celles qui avaient une certaine âge de marque. Celle-là, j'avais été la chercher au Japon moi-même avec un billet d'avion que j'avais emprunté. Elle était formidable parce qu'elle partait d'un lingot d'aluminium, elle le transformait, elle en extirpait la poudre qui servait d'un côté à la poudre explosive de la fusée Exocet et le missile Ariane, et la fusée Ariane et le missile Exocet, et de l'autre côté la peinture métallisée, 60% des voitures métallisées, des avions métallisés du monde. C'était pas un petit marché. C'était une entreprise qui ne perdait pas de l'argent, elle en gagnait faramineusement, dans un cadre magnifique qui, tous les jours, servait à sa promotion. Dans le même temps, je voyais bien mes collègues, ils arrivaient tous accablés à l'Assemblée nationale, parce que leurs entreprises fermaient chez eux. Combien de fois j'ai suggéré aux premiers ministres successifs et à ces malheureux députés, ces malheureux collègues, d'organiser un débat télévisé pour qu'on comprenne les ressorts qui accompagnaient cette malheureuse désindustrialisation du pays. Je n'y suis jamais parvenu. J'ai réussi à sauver mon usine. On va rentrer dans des questions de fond, c'est-à-dire voilà. l'Union européenne, les réglementations, etc. C'était exactement cela. Bon. Donc le mal, nous partons de loin, le mal est profond. Donc ce que vous dites, oui, mais il faut s'assurer, enfin il faut quand même laisser ça, s'assurer du fait que nous puissions tenir parole. Donc il faut retrouver des marges. Jacques en a identifié un certain nombre, notamment autour de ces fameux intérêts d'emprunt dont on se demande quand même d'où ils viennent. Parce que c'est de l'argent, c'est pas étalé sur l'or, c'est pas étalé sur les talons or. Bon, donc c'est de l'argent quand même qui est très... dont on peut parler. Bon, peu importe, mais moi je pense que tout part quand même du fait que nous retrouvions des marges de manœuvre. Alors, je ne peux pas aller aussi loin que Jacques ce soir sur la déconstruction européenne, parce que c'est pas comme ça en une émission de télévision, dans un contexte qui est quand même sympathique, même si je garde une très bon souvenir de notre émission. Moi je dis qu'il faut retrouver des marges de manœuvre. Et il faut y aller peut-être progressivement, mais d'une manière déterminée. Alors bien sûr qu'on va se heurter à cette muraille franchissable. Et c'est pour ça que je suis un peu pessimiste, on n'est pas prêt à le faire tout de suite, parce que aussitôt on va dire, mais regardez, ils sont complètement fous maintenant, regardez ce qu'ils veulent faire. Mais je pense que c'est un véritable... Vous suivrez aussi, peut-être. Ah mais c'est justement... Le public. Il a bien démonté le mécanisme, il a dit, sur le plan institutionnel, c'est très difficile, voilà, mais vous allez retrouver le peuple. Mais encore faut-il réhabiliter le peuple, cher ami.
Parce que le peuple a été gravement déconsidéré, d'ailleurs tellement déconsidéré, qu'il n'ose plus se réclamer peuple. Et on n'ose plus se dire citoyen. Moi, je me souviens d'une dame que j'ai rencontrée, qui m'a dit « Non, monsieur le député, j'ai été citoyenne. Et maintenant, je fais partie de ces gens dispersés aux quatre coins, comme après le passage d'un tsunami. Je voudrais redevenir citoyenne, mais je ne pense pas qu'on puisse le redevenir. Donc, vous voyez, c'est une professeure agrégée d'histoire. Ouais. Bon, donc je pense que c'est possible, mais il faut retrouver, il faut se redonner les moyens de fonctionner financièrement. Et après, je pense que la France a toujours eu des fulgurances, même si je disais tout à l'heure, n'ont pas toujours été très inspirés. On ne peut pas dire qu'il y a 70 ans, j'étais très inspiré. Je ne le crois pas. Je viens d'une campagne profonde de familles qui ont payé très cher le fait de penser différemment de 90 autres % des Français. Mais enfin, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais je pense que il y a aujourd'hui à présenter l'affaire telle qu'elle est. Soit nous reprenons notre destin en main, soit nous le voyons bien, tout s'écroule autour de nous. Oui. Nous n'avons plus rien qui tient. Le pauvre président Hollande, il appuie sur un bouton, mais qu'est-ce qui le relie à la province? Il n'y a plus rien, tout a été coupé au milieu, tout a été charcuté, c'est comme des vers dans un cimetière, dans le sous-sol, un coup de mèche ou un groupe péant, ce vers très long, il y a 7 ou 8 morceaux qui bougent, mais ils ne sont plus reliés entre eux. Moi je pense qu'il faut recréer de la citoyenneté, il faut injecter de l'intelligence, je crois que ça tourne autour de ça, relationnel. Il faut reconstituer le peuple. D'accord. Et à partir de ce moment-là, il faut élaborer un projet avec le peuple. Il faut lui redonner un avenir. Et ça, c'est la grandeur du politique. Il faut retrouver le politique parce que la politique, c'est un art. Ce n'est pas se promener uniquement avec des attachés 15 pleins de chiffres, tous différents auxquels on ne comprend rien. Il faut retrouver l'émotion. Il faut retrouver l'envie d'écouter l'autre. Parce que c'est d'abord par l'écoute. Il y a trop de retard d'écoute. Écoutez. Et puis ensuite, essayez de penser, réfléchir ensemble. Et puis à partir de ce moment-là, je crois que le mouvement peut se développer plus vite qu'on ne croit. Il faut retaper la France. Eh ben, ce sera votre conclusion, une petite conclusion, Jacques Nicolas, parce que en fait, on est très en retard. On a largement débordé sur l'horaire. Alors, mais avec la conversion qui m'a fait. Mais c'était très intéressant. Hein, oui, malheureusement, j'ai pas pu prendre assez de questions des métanautes, même s'il y a beaucoup de questions à laquelle on a répondu. Mais une petite conclusion. Voilà, ma conclusion est la suivante. Ce qui est terrible dans l'état de la France, mais aussi d'autres pays d'ailleurs, hein, parce que si on prend les Grecs, si on prend les Espagnols, si on prend les Portugais, c'est terrifiant, surtout en Grèce, ce qui s'est passé, avec la reddition de M. Tsipras, la reddition, ce qui est tout à fait, qui a des conséquences énormes, parce que M. Tsipras de Syriza, de la gauche radicale, comme on l'appelle, en fait, s'est aligné sur l'Allemagne, sur les politiques néolibérales. Il a accepté les politiques européennes de destruction des peuples. Et la gauche radicale, qui se prétendait comme une alternative, qui se présentait comme une alternative, n'en est plus une. Parce que le Front de gauche en France soutient M. Tsipras. Podemos en Espagne soutient M. Tsipras. Il n'y a plus de gauche radicale non plus. C'est-à-dire que le vide politique est total. Alors, ce qui est tragique, ce qui est terrible, c'est que la situation actuelle est voulue. Elle est la conséquence de décisions voulues. Les institutions internationales, comme le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, ont un but spécifique, briser la souveraineté des nations. L'Union européenne a pour but principal de briser la souveraineté des nations. Alors pour se dire, mais enfin, vous délirez, pourquoi? C'est du complotisme, pourquoi ferait-il ça? Ils font ça parce que c'est la condition
pour imposer de manière éternelle des politiques favorables aux classes dominantes. Priver le peuple de sa parole par des formes institutionnelles qui détruisent la démocratie, la fin des communes, programmée, la fin des départements, programmée, l'émergence de métropoles et de nouvelles régions, en lien direct avec Bruxelles, sans passer par l'État, c'est le système institutionnel idéal pour présenter face aux firmes multinationales, non pas des États puissants qui peuvent leur imposer leurs lois aux firmes multinationales, mais une dispersion de féodalité dirigée par des barons que l'on peut acheter plus facilement. Tel est l'objectif coordonné des classes dominantes avec les institutions multilatérales et l'Union européenne, avec leur relais dans les médias, dans les partis politiques et dans certains partis politiques et même dans certains syndicats. Telle est la situation actuelle. Il faut regarder les choses en face. Une partie du vote Front National s'explique par cette prise de conscience. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller exprimer cette volonté dans les comportements électoraux. C'est ça le paradoxe. C'est ça qui fait à la fois la force et la faiblesse du Front National. Parce que les cris, les menaces, les injures vis-à-vis de l'électorat du Front National ne font que le renforcer. Le Front National sera confronté lui aussi au principe de réalité. Il fait le dos rond aujourd'hui dans les municipalités qu'il a gagnées. Il fait comme les autres. Il fait un peu de racisme pour entretenir une petite clientèle. Il prive la gauche d'associations de certaines subventions. C'est pas bien, mais les gens, c'est pas le problème pour les gens. Il obtient de très bons résultats dans les mairies qu'il a gagnées l'année dernière. S'il gagne des régions, il fera pareil jusqu'au présidentiel. Madame Le Pen ne veut pas faire des laboratoires de sa politique, elle veut faire le dos rond. Et le Front National va être confronté à la réalité. C'est-à-dire qu'il devra démontrer qu'il peut résoudre les problèmes que les autres n'ont pas pu résoudre. Or, sur cette question-là, il ne pourra pas non plus, lui aussi, résoudre les problèmes. Parce que quand on regarde sérieusement son programme, on s'aperçoit que ça n'est pas possible. Il n'a pas le bon programme. Donc, il y a une incertitude politique qui s'ouvre, là, il y a 2 ans jusqu'à la présidentielle, qui doivent être 2 années de débat politique sur le fond, c'est-à-dire sur la manière de résoudre les problèmes des Français et en premier lieu la création d'emplois pour tous. L'emploi pour tous, pas le revenu universel. Pas le revenu universel. Je suis contre radicalement le revenu universel pour 2 raisons. La première raison, c'est une raison individuelle, psychologique pour les gens. Les gens, tout le monde, on a besoin de se sentir utile aux autres et à soi. Qu'est-ce que c'est que travailler ? Travailler, même si on est exploité, même si on fait un travail qui n'est pas très glorieux, ramasser les poubelles, on est utile aux autres. Avoir un revenu sans travailler, pour moi, n'est pas acceptable. Parce qu'à côté, il y aura des besoins qu'on ne satisfait pas. Il y aura peut-être des personnes âgées qui ont besoin d'aide, il y aura peut-être des choses à faire, mais non, il y a des gens qui auront un salaire, ils feront ce qu'ils veulent. C'est un individualisme qui m'est insupportable. Et puis la deuxième chose, c'est qu'un pays doit exercer sa puissance, et elle se trouve dans l'industrie en partie. Si on ne se préoccupe pas de l'industrie, on ne peut pas être indépendant, parce qu'on va importer des technologies, des produits manufacturés sophistiqués, etc. On ne se donne pas les moyens de ce que l'on veut faire. Et donc, il faut discuter, réfléchir, imposer le débat
sur l'emploi. C'est la question principale. D'accord. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci Jean Lassalle, merci Jacques Nikonov d'avoir participé à ce débat et à cette semaine spéciale attentat. On a largement débordé, donc je ne pourrais pas prendre... Merci à ceux qui nous ont suivis. Beaucoup de patience. D'accord, oui, ils ont été très patients. Merci aux métanotes, ce n'est pas terminé. C'était une soirée quand même un peu particulière. Hein. Elle restera dans les annales, en tout cas. Pour vous aider dans votre argumentation avec vos camarades, moi j'ai fait des débats avec des gens du modèle, mais Madame de Sarnez par exemple, en 2005. Voilà. Bon, donc vous voyez, je suis à peu près... on va parler de tout ça. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Bien sûr, l'antenne de Méta TV vous reste ouverte et c'est avec grand plaisir qu'on pourra recontinuer parce qu'il y a plein de choses à dire et qu'on n'a pas encore fini. Là, on va rejoindre avec nous tout à l'heure Bassam Taham pour une entrevue aussi exceptionnelle. On fait la pause et on se rejoint juste après sur Méta TV. À tout de suite.